de Soragiband qui était venu l'intercepter alors qu'il voulait passer dans les lignes ennemies, quoi. Et alors là, le maire de Saint-Jal a considéré que la famille était suffisamment, disons, affectée par cette mort qu'il valait autant le mettre avec les autres morts de Saint-Jal sur le monument aux morts. Et là, il me manque des éléments, mais je sais que normalement, il y avait une liste qui était adoptée par les conseils municipaux pour établir la liste des morts qu'on mettait sur le monument aux morts. Et je suppose que le monument aux morts de Saint-Jal étant élevé, dressé en 1926, peut-être le calme s'était déjà un peu établi, et puis ils n'ont pas fait de liste, et puis ils ont mis sur le monument aux morts ce qui leur a plu, et ils ont pensé que Marsalais avait sa place aussi parmi les autres sur le monument aux morts, et voilà, on l'y a mis, et puis ça s'est passé normalement. Alors voilà, la présence de Jarige sur un monument aux morts, il est mort, il n'avait pas demandé à partir à la guerre, hein. Ce sont ceux qui ont mené la guerre d'une certaine façon, qui ont aussi leurs responsabilités. Alors voilà. Là, par exemple, si c'était le monument de Ned dans Haute-Vienne, ça poserait moins de problèmes puisque le monument de Ned, il est aux enfants du pays, morts pour la guerre. Ceux de l'église au bois, de la Selle, de Rampenat, d'autres endroits de Corrèze, ne sont pas aux morts pour la France, ils sont aux victimes, aux enfants du pays qui ont, ou martyrs, pas martyrs, non pas, j'en connais pas. Et puis finalement le fameux monument de mort de ensuite. Alors voilà, c'est quelque chose, c'est un problème, voilà. Bon, peut-être que notre ami Chastre, qui doit être quelque chose, a pas des souvenirs, mais enfin, a entendu parler de cette histoire. Hein, Jeannot, tu nous diras bien le mot, hein, ça nous ferait plaisir. Oui, il s'agit bien... Ah, je vais là. Oui, il s'agit bien de Vernéjoux de Chamboulive, parce que plusieurs communes en Corrèze ont des hameaux de ce nom, Vernéjoux. Ce Vernéjoux est situé sur la route Userche, Ébury, Le Lonzac. Cette route traverse la Vézère, sur un pont bien sûr, on lui dit le pont de Vernéjoux. À l'époque, c'était un pont suspendu. C'est ma mère qui était originaire de ce village de Vernéjoux, où j'ai d'ailleurs toujours de la famille. Ma mère était née en 1895, donc vous voyez, elle était largement majeure, en 1917. Mon grand-père, qui s'appelait Chavant, grand-père maternel donc, avait fait la guerre de 1870. Il avait d'ailleurs une toute petite pension parce qu'il avait été blessé à un bras. Et vous savez, il était paysan, comme tous les gens de ce hameau de Vernéjoux. Et il avait de nombreux enfants, il y avait 7 enfants. C'était une petite propriété, à l'époque, on n'avait même pas 10 vaches. Donc, ce n'était pas la fortune, bien entendu. Cette toute petite pension, même si elle n'était pas haute, pas très élevée, c'était un tout petit revenu qui tombait régulièrement, mais c'était appréciable. Mon grand-père avait été conseiller municipal à Chamboulive. Il faisait partie notamment de ce qu'on appelait à l'époque le bureau de bienfaisance. Maintenant, c'est les CCAS dans les communes, les centres communaux d'action sociale. Ce qui le faisait revenir d'ailleurs quelquefois de Chamboulive fort tard, les réunions étaient le soir, enfin ça c'est l'anecdote. J'ai entendu parler de Jarige par ma mère, elle avait été très impressionnée bien sûr,
C'était un événement qui ne pouvait que rester dans sa mémoire. Et ce qu'elle m'en a dit, c'est que ce pauvre Jarige était considéré comme incapable de repartir. Pour elle, et sans doute pour une partie de la population de Vernéjoux, il avait vécu vraiment des atrocités, des choses vraiment épouvantables qu'il ne pouvait pas supporter à nouveau. Du moins, c'est de cette façon-là qu'elle me l'a présenté. Alors, dans ce qu'elle m'a dit, à diverses reprises, bien sûr, il était question du gendarme qui avait été victime, il ne faut pas l'oublier bien sûr, mais aussitôt, lorsqu'elle m'en parlait, elle revenait sur le sujet de Jarige. C'était le gars du village, c'est celui qu'on plaignait, plus ou moins consciemment, mais en numéro 1. Et elle ne m'a jamais parlé de sa destinée postérieure au drame. C'est toi, Michel Agnew, qui m'a appris ce qu'il était devenu. En tout cas, ça a laissé un souvenir, bien sûr, indélébile dans le village. Ce village, j'en dirais aussi qu'il est un peu particulier dans la commune de Chamboulive. Il est très excentré, et il vivait, je ne sais pas comment c'est maintenant, peut-être encore un peu, il vivait autant avec le Lonzac qu'avec Chamboulive. C'est d'ailleurs un peu équidistant. Mon oncle, qui plus tard a succédé à son père, allait aux foires du Lonzac très régulièrement. Je dirais aussi, pour l'anecdote également, que c'était vraiment un gros village, il y avait de nombreux feux, comme on disait, et il y avait une école qui a tenu jusque vers les années 60 et quelques, Michel, je pense. Petit, madame mon épouse. Oui, madame Agnew. Si je dis 1960 et quelques, c'est à peu près exact. Allez, on va rester un peu dans le vague. Et il y a eu aussi, ça aussi c'est pour l'anecdote, un temple protestant à Vernéjoux. Il se trouvait à la sortie du village, sur la route de Chamboulive. Oh, c'était quelque chose de modeste. J'ai entendu dire qu'il était fait en planche. Mais pourquoi un temple protestant? Alors, on n'est pas tellement loin de Madrange, mais enfin un peu quand même. Enfin, je vous le signale, même si ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, je n'apporte pas beaucoup de précisions supplémentaires à ce que vient de dire Michel Agnew. Voilà ce que j'ai entendu dire. En tout cas, ça avait frappé énormément la population, sûrement à cette époque-là. J'ajouterai que 3 de mes oncles, en 14-18, qui ont été mobilisés, sont allés au front, et en sont revenus. Heureusement pour eux, mais ont fait pratiquement toute la guerre. Et il est arrivé dans la petite propriété, comme chez d'autres, que mon vieux grand-père, qui avait fait la guerre de 1870, était obligé de faire fonctionner la ferme, enfin de faire face au labour, aux récoltes, à la fenaison, tout seul, alors qu'il était déjà âgé, avec les gamins et les filles. Les plus jeunes étaient des filles, pour faire des récoltes et pour faire face. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est produit dans bien d'autres exploitations agricoles. Michel, merci. Merci Jeannot. Eh bien, c'était indispensable ce que tu nous as raconté. Donc, tu nous as fait revivre un peu le Vernéjoux chargé d'histoire. Hein. Voilà. Et finalement, c'est bien qu'il nous ait raconté le climat et, disons, la façon dont on jugeait l'enfant de Vernéjoux. N'est-ce pas? À cette époque, ses voisins, etc. Bon, je crois que mes amis d'une sorte de préséance du mouvement de la paix et de la libre pensée ont 2 mots à dire. Hein. Et après, chacun essaiera d'enrichir le débat, si c'est possible. Bon, alors je crois qu'il se concerne. On va demander à la libre pensée de venir ici. Hein. Oui, parce que avec la libre pensée, avec le mouvement de la paix et avec la Ligue des droits de l'homme, nous travaillons souvent ensemble. Merci régulièrement ensemble. Merci de nous avoir invités à cette conférence. Je ne sais pas comment commencer, parce qu'à la fois le débat est déjà commencé, mais au niveau de la libre pensée,
Cela, ça fait depuis un certain temps qu'on mène une action ininterrompue et unitaire aussi pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple. Et en Corrèze, on fait ce combat avec la RAC, bien sûr, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement pour la paix, depuis 2008 de manière très régulière et très civile. Mais ce combat s'inscrit pleinement dans la condamnation des horreurs actuelles aussi, parce que bien sûr, le combat pour la réhabilitation des fusillés, par exemple, contre la guerre d'hier, mais aussi celle d'aujourd'hui. Et on considère que le travail de vérité n'est plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi les Français décident ensuite de l'amplifier avec, bien sûr, toutes les organisations pacifistes qui combattent aussi avec nous. Alors, moi, je voulais simplement, et puis on peut en discuter, parce que le débat il a été lancé sous la forme très précise d'un cas particulier, mais qui correspond, on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples et beaucoup d'autres choses très importantes et qui ont marqué, tout le pays. Parce que pour nous, au-delà du sentiment de vouloir la réparation d'une injustice profonde qui a été commise contre les innocents, les 139 fusillés, on agit aussi pour des bases de principe. Ce que nous voulons voir reconnaître, c'est le droit à la désobéissance, le droit de dire non, le droit de ne pas aller partir à la guerre, le droit de ne pas se faire tuer. Alors, je pose une question, parce que je l'ai pris un peu sous cet angle-là, parce que Michel m'avait dit qu'on prend à partir du cas de Louis Jarige, et d'autres aussi, parce qu'on combat sur 4 fusillés, par exemple, de la Corrèze depuis longtemps, mais est-ce que refuser de mourir, est-ce que c'est condamnable? Dans les conditions inhumaines imposées par ce conflit, d'aucuns furent condamnés pour vol, pour rapine, d'autres pour mutinerie, certains parce qu'ils étaient pacifistes, affirmés, d'autres parce qu'ils refusaient simplement de monter à l'abattoir, et ça c'était depuis le début du conflit, en 1914, c'est-à-dire que dès 1914, il y a eu des fusillés, pour l'exemple, dès le début, et les plus grandes frappes, on va dire le plus grand nombre de fusillés, c'est 1914-1915. Alors, quoi qu'il en soit, je dirais, c'est par conviction de refuser d'aller à la guerre, ou par peur. Est-ce qu'on peut reprocher à l'être humain de refuser de se précipiter vers sa propre inéluctable mort? Est-ce qu'on peut reprocher à des soldats russes qui étaient engagés, qui étaient échangés contre des fusils en France, et qui se sont retrouvés après à la Courtine parce qu'ils étaient mutinés, est-ce qu'on peut leur reprocher simplement de vouloir rentrer chez eux auprès de leur famille? Parce que la plupart des soldats, quels que soient les pays, ont été arrachés aux leurs, ont été arrachés à leur famille, quel que soit le mode d'engagement dans la guerre. Alors c'est pour ça aussi que la libre pensée considère que la réhabilitation collective est une question de justice et de dignité. Dignité pour les fusillés, pour toute la population, mais dignité aussi pour les familles. Les familles, et je voulais citer quelque chose parce qu'il y a eu aussi une honte sur les familles et leurs descendants. On considérait qu'il fallait enlever la honte que les familles ont dû supporter jusqu'à la génération actuelle. Il y a eu 2500 condamnés à mort dans les conseils de guerre. 639 fusillés, le chiffre on dit 639, c'est parce qu'à un moment donné, un sous-ministre a dit c'est 639, ils ont dit bon on a dit 639, ils ont fait les calculs, à l'époque on disait 650, 750, on ne sait pas. Et on ne parle pas de ceux qui ont été condamnés, fusillés ou exécutés dans 100 conseils de guerre. L'appel des descendants des familles des fusillés, pour l'exemple, disent « Ce n'étaient pas des lâches, ils n'étaient pas coupables, tout le monde le reconnaît. Alors qu'ils étaient innocents des crimes qu'on leur a attribués, il faut les réhabiliter. Depuis 14-18,
Nos familles attendent qu'on rende leur honneur aux nôtres et à leurs familles. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative prise par la Libre Pensée et d'autres, accompagnée d'autres, d'ériger un monument en leur honneur sur la ligne de front. Assez de douleur, assez de pleurs, assez de honte, assez de souvenirs dévastateurs et destructeurs. Notre honneur et notre droit, la justice nous est due. Et ça, c'est la question des familles, c'est-à-dire l'honneur des familles, l'honneur des soldats. Mais, et là, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit par Michel dans son exposé, c'est que dès août 14, dès le début, on peut dire que la guerre ne se contente pas de tuer ou de lacérer les corps, mais elle commence tout de suite à dévaster les têtes. Les hommes ont peur. Les bombardements, les blessures inimaginables, aussi une propension de l'état-major à considérer les soldats atteints de troubles mentaux, je l'ai dit tout à l'heure, comme des simulateurs ou des planqués. Plusieurs d'entre eux, malgré les troubles aujourd'hui bien connus, ont été sans ménagement. La brutalité du traitement essentiel agressif par des moyens électriques, renvoyés au front. Les malades qui refusaient le traitement étaient aussitôt perçus comme suspects transférés dans un tribunal de guerre. Ceux qui ne guérissaient pas étaient considérés comme de mauvaise volonté. Certains se retrouvèrent exécutés, sans conseil de guerre, alors qu'ils ne simulaient absolument pas. Combien de destins brisés, et moi je pose la question devant tout le monde dans cette assemblée, qui ne deviendrait pas fou dans ces circonstances? Voilà. Voilà ce que je voulais dire au nom de la Libre Pensée, et c'est pour ça qu'on mène ce combat en commun, les droits de l'homme, avec le mouvement pour la paix, avec la RAC. La réhabilitation collective permettra à la fois de donner justice et de permettre finalement de fermer une période historique qui est celle de ce massacre, de cette boucherie qui a été faite au compte des impérialismes et qui aujourd'hui d'ailleurs, je me permets de le dire, au regard de la situation actuelle. En 1916, dans son congrès national, à Bourg-les-Valence, la Libre Pensée précisée, et je vous lis simplement un extrait. La Libre Pensée s'est fixée pour but de faire un travail de vérité au milieu du déferlement des reconstitutions officielles diverses et variées, où le ridicule le dispute souvent l'autosatisfaction hypocrite d'une paix prétendument garantie par l'Union européenne. Autosatisfaction oubliant au passage la guerre de dislocation menée contre l'ex-Yougoslavie par l'OTAN, dont les pays de l'Union européenne sont membres, ainsi que les interventions et émissions diverses via des opérations militaires et des ventes d'armes dont se rendent coupables nombre de pays de l'Union européenne. Et singulièrement la France, pacificatrice, entre guillemets, bien connue, dont les dirigeants s'obstinent à perpétuer le passé colonial sous d'autres formes politiques, sans doute, mais en continuité complète avec le militarisme ennemi des libertés et vices ancestrales récurrents de notre pays. Voilà ce que je voulais dire dans le livre français par rapport à cette discussion sur la boucherie de 14-18. Merci. Merci Yvan. Alors, dans le même registre, je dois vous donner la façon dont Ernest Lavis présentait la guerre de 14-18. Dans son manuel d'histoire destiné à la deuxième année du cours supérieur et qui a fait autorité sous la Troisième République, Ernest Lavis de l'Académie française, professeur en Sorbonne, directeur de l'école normale supérieure, écrit en direction des enfants. La guerre de 14-18 est la plus belle page de l'histoire de France. Jamais la France ne fut si belle que de 1914 à 1918. Et donc, la façon dont on se représente la guerre, y compris à travers les manuels scolaires qui étaient proposés, et je ne sais pas, je ne fréquente pas trop les manuels scolaires actuels, alors je ne peux pas me prononcer. Merci. Bon, nos amis du mouvement de la paix, allez, ben, au mieux que tu te déplaces un peu. Hein.
Oui, bonjour. Donc moi, j'ai rien préparé parce que on est venu dans l'attente de savoir ce qu'allait nous présenter Michel et on a beaucoup travaillé effectivement avec la Libre Pensée et la RAC sur le cas des fusillés pour l'exemple. Et aujourd'hui, j'ai vu le synopsis de ta présentation et je voulais voir où tu voulais nous amener, quoi. Donc on a très bien compris le contexte, quoi, et en fait ce qui amène une personne à refuser la guerre, à vouloir rentrer chez elle, justement, même si ça semble complètement absurde de rentrer chez soi alors que c'est là qu'on va se faire arrêter, quoi. Donc on comprend bien la folie guerrière et ce qui entraîne la guerre pour les hommes, pour la population, quoi. Au-delà des combattants, parce que bon, il y a aussi les civils, combien de veuves, combien d'enfants orphelins. Donc moi ce que je tenais à dire au nom du mouvement de la paix, c'est nous sommes une organisation pacifiste et c'est important ce que fait la RAC aujourd'hui, parce qu'organiser cette conférence, c'est se permettre de se cultiver, perpétuer ce qui s'est passé. Et avant de venir, on en parlait en famille, parce que bon, chez moi, on est comme beaucoup de familles, enfin une majorité des familles en France, hein, on a été victimes autour de nous de gens qui sont décédés au combat. Donc moi j'ai grandi là-dedans, voilà, parce que c'était des gens assez proches qui sont décédés et mon grand-père était né en 1900, donc c'est son frère qui est décédé, donc il en a beaucoup parlé, quoi. Et j'en parlais avec ma mère qui me disait qu'on était un peu toujours dans des choses du passé, entre guillemets, quoi. Bon, je vous rappelle que le 11 novembre, on se donne rendez-vous à Jansiou, hein, pour demander la paix dans le monde, quoi, à l'occasion de l'armistice du 11 novembre. Et maudite soit la guerre. Et donc, moi, ce que j'ai répondu à ma mère tout à l'heure, c'est bien, je pense que ce que tu nous as expliqué, quoi, c'est que celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. Et même si ça paraît très loin, quoi. Bon, je vous dis, moi j'en ai entendu parler parce que bon, j'avais de la famille qui était âgée, quoi. Mais aujourd'hui, surtout si les manuels d'histoire ne donnent pas ce que tu viens de me dire, quoi, ça peut paraître très lointain, quoi. Et si on n'a pas de culture, on ne peut pas s'imaginer forcément ce qui rend fou, quoi, les bombardements, les tranchées. Donc je crois que c'est important de faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi, et de continuer à apporter le message de paix, quoi, et voilà, et ce qui s'est passé en 1914-1918, ça continue aujourd'hui, sous d'autres formes, parfois encore plus violentes. Et voilà, et donc des cas de déserteurs comme celui que tu viens de nous parler, il y en a partout dans le monde. Et y compris en France avec les soldats, on voit bien que parmi le personnel militaire aussi en France, bon, on a vu récemment, il y a eu une vague de suicides. Bon, donc c'est bien que la guerre, c'est pas la solution, quoi. Voilà, mais ça c'est notre combat et on va le continuer, quoi. Merci Michel. Merci mes camarades de la Libre du mouvement de la paix. Bon, attends, 2 minutes. Bon, aussi, nos camarades du mouvement de la paix sont des pacifistes, mais sont aussi des sportifs, je crois, non? C'est pas ça? Oui, merci de nous laisser en parler. Donc oui, je vous donne rendez-vous le dimanche 15 pour les marches de la paix sur 8 km et 13 km. L'Issec-sur-Pouze, 9h15, et pour les plus sportifs, 2 trails, un de 21 km et un de 13 km. Et dans la foulée, on va projeter à Brive, dans la continuité de ce qui s'était fait aussi au printemps, on va projeter un film sur la guerre d'Algérie. Donc ils ne savaient pas que c'était la guerre. Voilà, ça sera le 8 novembre. Merci. Alors donc, il faudrait bien que d'autres personnes disent quelques mots, hein. Bien Louis. Louis est presque aussi vieux que moi, hein. Je voudrais simplement ajouter, pour faire comprendre que la réhabilitation collective est nécessaire, que la France est au dernier rang, puisque
l'Angleterre et l'Allemagne ont depuis longtemps réhabilité tous les soldats morts pendant la guerre 14, y compris ceux qui avaient déserté, ceux qui... Bon, alors il y a quelque temps, j'ai rencontré l'ancien ministre des anciens combattants à Brive, là, lors d'une... je crois que c'était pour la nacre, et je lui ai posé le problème, et il m'a répondu, ben oui, mais on veut bien faire quelque chose, mais il y a eu des criminels. Mais les criminels, c'est la guerre qui les a rendus criminels. Donc ils méritent aussi la réhabilitation. Merci. Alors, d'autres personnes peuvent peut-être me dire quelque chose aussi, poser des questions, je ne sais rien. Ou qu'elles pourraient peut-être pas répondre, mais ça, c'est pas gênant. Regarde. Ouais, j'ai quelque chose à dire, Michel. Oui, Toujours. Bien, mon jeune homme. J'ai toujours quelque chose à dire. Merci, moi c'est juste pour une information, parce que je trouve que le débat qu'a posé Michel, c'est bon. Moi je serais un petit peu à côté du débat. Je voulais vous dire que suite à une conférence sur la généalogie, on a trouvé dans le petit village de Madrange 3 poilus qui sont morts pour la France et qui ne sont pas inscrits sur le monument. Donc on va le faire le 11 novembre, donc on ne sera pas Jean Sioux. On regrette, mais enfin il faut bien, on ne peut pas être partout. Donc je crois qu'il y a aussi tous ces... Je crois que dans notre commune, on doit aussi aller chercher tous ces gens qui n'ont pas été, en fin de compte, qui n'ont pas été reconnus morts. Et par contre, le débat sur la désertion, sur tout ça, je crois que c'est un débat très intéressant, mais il faut qu'on se pose. Parce que, si vous voulez, sur ce qui est l'arme, sur ce qui est le pacifisme, c'est vachement compliqué en fin de compte. Moi, je suis président de l'ANACRE Traignac. Bon, je suis aux commémorations aussi pour commémorer des gens qui ont résisté. Alors, c'était des héros, c'était des terroristes, tout ça me pose question. Alors, peut-être parce que je deviens vieux, mais je pense que c'est un débat vraiment très intéressant. Et le débat qui est posé sur... Alors, sur les fusillés, pour l'exemple, je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi, je suis complètement... sur le fait qu'il faut reconnaître, ils sont morts comme les autres, c'est évident. Mais je crois qu'il y a plein d'autres problèmes à poser, et je crois que cette idée de conférence sur cet homme qui a déserté me paraît très intéressante, et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et merci Michel, et merci aux autres. Alors d'autres... Personne? Pas d'autres questions? Oui. Bonjour. Je serai bref, mais moi je voudrais aborder le débat un tout petit peu différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vois une situation à une époque donnée et je regarde l'époque dans laquelle je vis, avec ce que je ressens dans ce que nous entoure, cette situation qui n'est pas une situation de paix. Nous sommes dans un état d'urgence, à tel point qu'on veut mettre l'état d'urgence dans la Constitution. Autrement dit, qu'on n'en sorte plus aujourd'hui. Autrement dit, vous voyez ce qui s'est passé à une époque troublée, en difficulté. Imaginons-nous ce qui peut se passer aujourd'hui avec les moyens mis en place, si ça devient une institution, si ça devient le droit, et le droit de tous les jours. On n'est plus dans l'exception. Donc, autrement dit, on risque de se retrouver, alors, pas exactement dans la situation, mais avec des gens qui vont vouloir résister aussi, qui ne vont plus supporter ce qu'on leur oblige, ce à quoi on les oblige au quotidien. Vous voyez le recrutement aujourd'hui de l'armée, de toutes les armes, les budgets de la défense qui explosent, au détriment de tous les autres budgets qui s'écroulent. Alors, on parle de l'enseignement, on parle des hôpitaux, ils sont aux abois. Et
nos facteurs sont en grève en ce moment. Vous allez me dire, ils sont plus dans la fonction publique, ceux-là. D'accord, ok. Mais la situation globale se dégrade, mais dans le même temps, les moyens de répression se renforcent. Et c'est bien de la répression dont on parle dans le cas du soldat Jarige. Alors bien entendu, un cas particulier avec quelqu'un qui n'avait peut-être plus à ce moment-là toutes ses facultés, mais je crois qu'on risque, si on n'y prend pas garde, à avoir des moyens d'oppression qui risquent de nous faire perdre à pas mal d'entre nous nos facultés aussi. Voilà, moi je fais ce lien aujourd'hui, c'est en particulier, un, pour connaître l'histoire, mais deux, pour la replonger dans notre histoire à nous tous. Merci. Oui, Momo. Oui, moi, je veux simplement dire une chose à propos du déserteur. Et j'ai été très intéressé par ce que tu as raconté, parce que je ne connaissais pas cette histoire comme tu l'as dit, dans les détails. J'en ai vaguement entendu parler comme ça, peut-être par toi d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de détails sur cette histoire de ce fameux soldat Jarige. Et alors, je veux dire qu'il y a une chanson formidable, qui s'appelle Le Déserteur, et qui a tout dit et qui veut tout dire. Et cette chanson, elle a été interdite. Pourquoi elle avait été interdite? On tombe en plein dans ce que tu as expliqué tout à l'heure. Rien de plus beau que la guerre de 14, je pense bien, oui. Rien de plus affreux, rien de plus horrible. Mais Le Déserteur, la chanson, elle disait tout ça. Boris Vian, je crois, hein. C'est ça. Oui, mais écoute, pour qu'on la sache, Momo, hein, Oui. pour qu'on ait une idée de ça, Oui. peut-être ce serait pas trop qu'on ait quelqu'un qui nous la chante, hein. Oui, mais je la connais pas. Ah, Je la connais pas par cœur. t'es pas content de Je connais un déserter. certain nombre de paroles. Je l'ai à la maison. Oui. Si j'avais su, je l'aurais Oui, porté. oui, j'ai oublié. oui, et alors c'est pareil, l'interdiction était aussi Mais si quelqu'un la connaît, je le reviens, oui. parce que le déserteur, c'était en temps relativement de paix, et alors donc elle était interdite si tu veux, mais avec des risques moindres que la chanson de Craon. Hein, Oui, parce oui, que oui. la chanson de Craon, si tu te faisais prendre à chanter la chanson de Craon, ton compte quelquefois était bon. Quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Bon. Michel, Oui. sur le déserteur de Boris Vian, je crois que le texte de Boris Vian, c'est « Monsieur le Président, Oui. Oui. je vous fais une lettre ». Oui. Et au moment où elle a été censurée, on avait enlevé ce Monsieur le Président pour « Messieurs qu'on nomme grand ». Ça veut tout dire, c'était quand même plus... Ah, oui, oui. Surtout que le Président, il était peut-être grand à l'époque, je trouve. Oui, c'est correct. Oui. Alors, puisque tu parles de taille, les gars des brigades russes, ils avaient 1,75 m au moins, hein, qui pouvaient faire partie. Alors donc, c'était des gars qui, par rapport aux troupiers, les nôtres, qui faisaient 1,60 m, ça faisait une petite différence quand même. Hein. Voilà. Bon, là, avant qu'on vous propose de boire un verre de limonade hein, et de boire quelques gâteaux, hein, vous pouvez continuer à poser des questions. Oui, et alors donc aussi, vous en profitez pour voir les éditions de Le Mouti. Le numéro 200 raconte entièrement, disons, l'histoire du soldat Jarige, et je crois que aussi à côté, pour les feuilleter, il y a l'histoire de l'Émari, fusillé pour les gars. Bon, alors donc, plus personne n'a... Oui, viens jusqu'ici, va. Oui. Non, mais j'ai très peu de choses à dire. Alors, Oui, vas-y, alors. Bon, parle fort. Je crois que j'ai une voix assez forte, on m'entendra. Moi, je sais pas, j'ai appris aussi plus en détail de ce qui s'est passé avec